Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Et c'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. La presse, c'est d'abord une rose blanche que l'on retrouve en une de Direct Matin qui titre « Une horreur gravée à jamais ». Cette fleur en mémoire des victimes du 13 novembre, on la retrouve aussi en une de l'Humanité avec ce titre, emprunté au roman de Maëlys de Kerangal, « Réparer les vivants ». Libération ne se remet pas de son côté de la victoire de Donald Trump aux États-Unis et titre « Le front anti-Trump ». Et sur le front justement de la jeune fille qui fait la une est écrit « Not my president ». Donald Trump qui rebat toutes les cartes sur les marchés, titre Les Échos. Wall Street bat des records, mais l'or s'effondre, les taux remontent, tandis que la confusion règne toujours sur le programme économique et les équipes du futur président. La Croix a choisi d'élargir le sujet et cherche les raisons d'une colère. Après les votes de rupture en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le journal tente de comprendre cette révolte électorale qui gagne l'Occident. Le Figaro, lui, se tourne vers la primaire, notre primaire, chez nous. Les écarts se resserrent, dit le Figaro, tandis qu'à gauche, Valls déclenche la bataille avec Hollande, nous dit l'Opinion. Sur le dessin de CAC, Manuel Valls dit à François Hollande: on se dirige vers les 90% de mécontents. C'est une forme comme une autre d'unité nationale, lui répond alors le chef de l'État. Sinon, vous trouverez des Tchèques heureuses en une de l'équipe. Elles ont gagné la Fed Cup face aux Françaises hier soir. Tchèques et maths, titre le quotidien sportif. C'est sans doute partie remise positive aujourd'hui en France. Enfin, quelques mots de la grève à télé. Elle entre aujourd'hui dans sa 5e semaine. La grève de la faim, fin FIN, s'interroge Libération. Alors sur le fond, rien de nouveau. Sur la forme, on apprend que la déprime est telle au sein de la chaîne que même la direction de Canal commence à s'en soucier. Du coup, Canal vient d'annoncer l'ouverture d'une cellule de suivi psychologique. Enfin, une décision concrète, conclut Libé. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Une décision de justice qui pourrait arranger l'État, selon Presse Océan. Si c'est la justice qui entérine la fin du projet de Notre-Dame-des-Landes, la facture sera moins lourde. Si c'est l'État, en revanche, qui abandonne, cela pourrait coûter plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, plusieurs arrêtés sont examinés par la Cour administrative d'appel. Un visage et un prénom dans Sud-Ouest, celui de la petite Marion Wagon, disparue le 14 novembre 1996. Une instruction est toujours en cours, 20 ans après. Et puis, pleine lune dans le Télégramme. Ce soir, elle sera proche, comme rarement de la Terre, 356 509 km, quand même, du jamais vu depuis 70 ans, souligne le quotidien. Voilà, cette super pleine lune. On en reparlera tout à l'heure à 8h. On vous dira comment la voir, s'il faut la voir, si on peut la regarder, etc. Bon, s'il y a des nuages, vous verrez rien, mais c'est pas grave. L'histoire du jour nous emmène à Saint-Tropez, qui n'avait déjà plus de gendarmes. Marion, cette fois, c'est l'aéroport qui est menacé. Pas de douanier, pas de jet privé. Voilà comment on pourrait résumer l'affaire. On dirait un dialogue. Au départ, c'est une mesure d'économie du gouvernement. La suppression des postes frontières dans 13 aéroports privés, dont Saint-Tropez. La conséquence, c'est que les passagers hors espace Schengen, suisse ou russe, donc, ne pourront plus y atterrir. Il faudra passer par Nice. Une complication qui fait craindre le pire autour de Saint-Tropez, parce qu'en moyenne, un passager qui arrive en jet dépense 1 700 € chaque jour. Location de voiture, hôtel, déplacement en taxi, l'économie locale pourrait en souffrir. Les intéressés comme Michel, expert comptable suisse, qui s'exprime ce matin dans Aujourd'hui en France, lui évoque la possibilité de revoir son activité, de raréfier même ses déplacements. Et pour le département, le sujet est d'autant plus sensible que le petit aéroport du Castellet, près du circuit Paul Ricard, est aussi concerné. Et là, ce sont carrément les futurs essais de Formule 1 qui sont remis en cause. Le patron de la région, Christian Estrosi, appelle donc le gouvernement à suspendre cette décision. Natacha Polony, je sens que ce sujet vous intrigue. Oui, j'avais remarqué l'article parce que dans un pays qui met en avant le tourisme comme quelque chose d'extrêmement important, c'est une décision absolument aberrante. On n'a plus d'industrie, on est en train de tuer l'agriculture. Si on peut aussi tuer le tourisme, je sais pas. Ils ont qu'à venir à pied. Pourquoi ils veulent venir en avion du bout du monde aussi? Bon, Axel de Tarlet, pour la 3e année d'affilée. Ah, une bonne nouvelle. Tiens, les émissions de CO2, de dioxyde de carbone, ne progressent pas, c'est-à-dire dans le Financial Times. Exactement. Au niveau mondial, les émissions de CO2 liées à l'industrie cette année n'auront progressé que de 0,2%. L'an dernier, c'était 0% et en 2014, c'était 0,7. Vous voyez, donc ce sont des chiffres très faibles. Le Global Carbon Project, qui est à l'origine de cette étude, c'est la 11e édition, parle d'une rupture claire par rapport à la décennie précédente, les années 2010. On était sur un rythme de plus 2,3% par an. Mais pourquoi? Quelle explication? Alors, d'abord, vous avez la Chine, premier pollueur qui utilise moins de charbon, donc moins 0,5% pour les émissions de Chine, alors qu'il progressait avant de plus 5% chaque année. Vous avez les États-Unis qui remplacent le charbon par le gaz, moins 1,7%. Alors, on va voir
voir si Donald Trump change la donne. Mais quand même, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que les émissions de CO2 ne progressent plus, alors que la croissance mondiale, elle, a progressé progresse cette année de 3%. Ouais, Vous voyez, avant, les deux chiffres étaient liés. Plus la croissance progressait, avant, plus les émissions progressaient. exact. Et puis quand ça baissait, c'est souvent qu'il y avait une récession. C'est pas le cas cette année. Vous voyez, vous n'avez pas d'émissions de CO2 en plus. Alors néanmoins, il faut rappeler que pour limiter la hausse à 2 degrés, il faudrait que nos émissions baissent. Nos émissions de CO2 baissent, c'est tout l'enjeu des négociations de Marrakech, la COP22 qui se termine vendredi. Voilà, sujet sur le climat qui semble inspirer aussi Natacha Polony. Non, mais bien entendu, mais je crois que si on continue à s'imaginer qu'on peut consommer, il faut 3 planètes pour que toute la population puisse vivre comme un Français, uniquement comme un Français, pas comme un Américain. Elle est mauvais poil, Natacha Polony, l'Indien. Alors, on va regarder la télé ce soir sur l'équipe à 20h50, Alice et Aristide. Oui, alors Aristide, il est rugbyman professionnel. Alice, elle est acrobate. Ils sont frères et sœurs et tous les deux, ils ont été blessés lors des attentats du 13 novembre. Ils étaient ensemble. Et pendant 11 mois, la réalisatrice Laetitia Krupa les a suivis dans leur rééducation. Elle retrace leur histoire et ça commence évidemment avec le récit des événements et un sourire. Aristide, il est au sol, il est blessé de plusieurs balles et il y a un homme qui vient lui porter secours. Et cet homme, il s'appelle Serge Simon. Il est rugbyman, médecin, il habite dans le quartier et il raconte la suite. Il me regarde et je ne savais pas qu'il y a un sourire qui le traverse, mais il y a une énergie qui le traverse, c'est clair. Et il dit « Serge Simon, vous êtes Serge Simon ?» Ils se sont retrouvés et d'ailleurs ils sont encore amis aujourd'hui évidemment parce que ça les a fortement liés. Alice et Aristide, vous allez voir, ils vont s'entraîner tous les jours, durement, ils bluffent réellement les médecins. Aristide va quitter rapidement son fauteuil roulant pour réaliser des efforts physiques qu'il ne réalisait même pas avant les attentats. Alice, elle, avec son bras bandé, elle envisage de nouvelles acrobaties et voici comment ils résument leur relation. Aristide, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de passer du temps avec lui. C'est comme une pile auquel je pourrais me coller pour me recharger. Mais maintenant, c'est impressionnant, c'est qu'on n'a même plus besoin de parler. On se comprend comme ça. Je sais pas, c'est l'expérience ultime qu'on peut vivre à deux, je pense. Je sais pas. Alors, c'est loin d'être un conte de fées, cette histoire. Vous allez le voir, les cauchemars, les doutes, les douleurs sont encore là. Il y a un mois, ils étaient de nouveau opérés tous les deux. Mais Aristide, qui est formé au Stade français, est certain de rejouer au rugby dans son club italien. Alice, elle sait aussi qu'elle va retrouver son cirque. C'est un documentaire absolument sans larmes. C'est juste une histoire de frangins et frangines qui ont une force physique et mentale absolument bluffante et qui surtout arrivent à nous transmettre leur énergie. C'est formidable. Alice et Aristide. Aristide, il est rugbyman professionnel alors? Oui, il est rugbyman professionnel, oui. C'est donc à voir sur l'équipe à 20h50, la chaîne L'équipe, à 20h50 ce soir. Julie, vous voulez dire quelque chose? Oui, on entendra la réalisatrice d'Alice et Aristide dans l'émission de Thomas Joubert tout à l'heure. En direct des médias. Je n'ose demander à Natacha Polony si elle veut nous dire un petit quelque chose sur ce documentaire. Non, ça va. Je vais passer pour une râleuse. C'est moche, Thomas, c'est moche. Pas du tout. Allez, merci les amis. Natacha, je vous garde.